En fait, j'ai l'impression que ma mère avait une relation sur le papier parfaite avec nous. Tout était parfait, mais finalement, j'avais cette sensation d'être avec une maman qui n'était pas heureuse, quoi. Et elle aurait pu avoir une vie très très différente, mais c'est quelqu'un qui a peur d'être grondée si elle sort des cases. J'ai sans arrêt recherché son attention. Je m'appelle Marie-Clémence Bordeniquez, j'ai 33 ans, j'habite à Dax, dans le sud-ouest de la France. J'habite là-bas avec ma femme Aurore et ma fille Charlie qui va avoir 3 ans cet été. Née dans une famille catholique traditionnelle, Marie-Clémence n'aurait jamais imaginé mener la vie qu'elle mène aujourd'hui. Pourtant, sa liberté, elle n'y a jamais renoncé, malgré la désapprobation de sa mère pendant longtemps. Marie-Clémence, c'est l'histoire d'une femme qui a choisi de s'émanciper du poids de son milieu et qui a suivi une trajectoire différente de celle de sa mère. C'est ce qu'elle raconte dans son livre intitulé « On ne choisit pas qui on aime » et c'est enceinte de sa deuxième fille qu'elle m'a fait part de son histoire. On habitait dans une très belle maison, à côté d'une école privée catholique, tenue par des religieuses, des missionnaires. Donc c'est là en fait que j'ai été à l'école. Donc dans une école où l'uniforme c'était de porter du bleu marine et du blanc. Donc on avait le droit à ces deux couleurs-là, pas le droit évidemment aux talons ou aux chaussures extraverties, etc. Donc en fait on devait avoir du bleu marine en bas et du blanc en haut. Donc en gros on était tous habillés pareil avec un t-shirt ou un chemisier en haut et puis une petite jupe plissée ou un pantalon bleu marine. Et en plus par-dessus on avait une blouse d'écolier à l'ancienne, quoi. On peut avoir une image hyper stricte, etc. Mais j'ai adoré cette époque-là, quoi. J'étais hyper heureuse. En fait, je trouvais le monde hyper sécurisant, quoi. En fait, je me sentais très, très à l'aise. Et voilà. Et donc, ma vie là-bas, c'était de vivre dans cette très belle maison avec mes trois frères et sœurs, mes parents. Et puis l'école au bout de la rue. Et l'église au bout de la rue aussi. Et en fait, ma vie, elle tournait beaucoup autour de ça, quoi. C'est-à-dire que la semaine, on allait à l'école. Le week-end, on allait aller à l'église, retrouver des familles qui elles-mêmes allaient dans la même école. Enfin, on fréquentait les mêmes personnes. Je faisais du scoutisme. Donc ma vie, c'était celle-là. C'était une vie hyper paisible. J'étais vraiment, vraiment heureuse, quoi, à ce moment-là. Vraiment jusqu'à 10 ans. Je pensais que la vie c'était juste ça, quoi. Et en fait, les rêves que je faisais la nuit, alors quand des enfants à cet âge-là rêvent peut-être, je sais pas, de voler, d'être des lutins, d'être des super-héros, etc. Moi, mes rêves petites, je m'en souviens très bien. Le matin, je me réveillais, je me disais, ah bah oui, cette nuit, j'ai rêvé encore que je vivais dans cette maison-là, mais que j'étais la maman et que qu'en fait, je reproduisais exactement la vie quotidienne de ma mère, quoi. Et je trouvais ça fascinant parce que ma mère était mère au foyer. Et je voulais ça, quoi. Voilà, je me dis, bah oui, ça me va très bien, je veux refaire cette vie-là avec mes enfants, tout me convient bien comme ça, quoi. J'étais une petite fille, très sage, enfin un peu la petite fille modèle, c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'adorais les livres, par exemple, il y a Les Petites filles modèles, je crois que c'est La Comtesse de Ségur, que je lisais. J'adorais les livres comme ça qui rappelaient les bonnes manières aux petites filles. Ça me passionnait vachement, tous les romans, des vieux livres comme ça qui en plus, bon, intéressent pas trop les enfants normalement à cet âge-là. Moi, ça me passionnait, la rigueur, quoi. La rigueur et la perfection. Et j'étais un peu obsédée par ça, mais vraiment depuis toute petite. Et du coup, j'étais le genre de petite fille à avoir une chambre toujours parfaitement rangée. Je rentrais de l'école, je faisais mes devoirs. J'étais très, très sage, quoi. Je faisais pas de bêtises ou alors vraiment, c'était par une erreur, quoi. J'étais douce, gentille, très, très lisse finalement. Et à la fois, j'avais un peu ces deux facettes, c'est-à-dire que j'étais très réservée avec mes amis à l'école, etc. Enfin, j'étais pas du tout une meneuse, voilà. Mais par contre, à la maison, tout en étant très sage et en obéissant parfaitement aux règles, j'étais à la fois hyper extravertie. À table, quand quelque chose m'énervait, je me levais de table et je m'énervais ou je débarrassais vite, je rentrais dedans. Enfin, j'étais extravertie. En tout cas, c'est l'image que mes parents me renvoyaient. Voilà, ils me disaient sans arrêt: «Tu parles trop, mais tu parles trop, mais on n'entend que toi, laisse tes frères et sœurs parler». Parce que voilà, on est 4 enfants
et j'étais la numéro 2. Donc voilà, à table, il fallait, répartir le temps de parole et c'est vrai que moi, j'avais tendance à beaucoup parler, parler fort parce que je ne supportais pas ces moments de silence. Parce que dans ma famille, ils sont pas du tout de cette nature-là, donc on parle tout doucement à table, voire on parle pas. Et moi, au contraire, j'avais ce besoin de mettre de l'animation sans arrêt à la maison. Donc du coup, j'étais sans arrêt en train de faire le show, je chantais, je dansais, j'organisais des spectacles à la maison, et je voulais le regard de mes parents. Ma mère n'est pas quelqu'un qui crée des relations privilégiées avec les gens. C'est pas dans sa nature. Donc du coup, elle a pas ce truc de créer une relation spéciale avec quelqu'un, voilà. Donc elle s'occupait beaucoup de nous. Clairement, elle était mère au foyer et j'ai encore énormément d'admiration pour elle parce que c'est elle qui faisait qu'on avait à manger midi et soir quoi, pour 6 donc voilà, c'est elle qui tenait la maison, qui s'occupait des devoirs et qui faisait tout avec une patience, incroyable, sans jamais s'énerver et cetera. Mais j'ai l'impression qu'en fait, dès le moment où mes petites sœurs sont arrivées, j'étais plus la petite fille, de ma mère. Donc j'avais peu de moments seuls vraiment, avec elle et j'essayais, je pense, par le fait de reproduire des tâches ménagères, par exemple, enfin d'être beaucoup dans ces activités-là. Je pense que clairement aussi j'essayais d'attirer son attention, j'essayais d'obtenir sa fierté, j'essayais de partager des choses comme ça avec elle. Ma mère, en fait, c'est quelqu'un de très contrarié dans sa vie, dans le sens où, ma mère, c'est une artiste. Depuis petite, sa passion, c'était le dessin, la peinture et cetera. Elle est extrêmement douée et en fait, quand elle était petite, on lui a interdit clairement d'exprimer, son art. C'est elle qui a dû, avec son argent, s'acheter sa première boîte de crayons de couleur parce que ses parents voulaient pas lui en acheter. Donc vraiment, c'est elle a eu une enfance très rigide et très, très difficile et moi, petite, je pense que je me suis trompée. C'est-à-dire qu'au lieu de me rapprocher d'elle sur tous ces aspects créatifs qui vraiment la rendaient heureuse et l'épanouissaient, moi, je me suis dit: «Ben, elle aime ça, elle aime faire le ménage et faire les repas, donc je vais faire comme elle pour être avec elle» et en fait, je pense que ça l'a saoulée plus qu'autre chose. On est 4 enfants aujourd'hui, mais on a eu, en fait, mes parents ont eu mon grand frère, et après mon grand frère, ils ont eu un autre enfant. Et ils ont découvert à la naissance, parce qu'à l'époque, il y avait pas les échographies étaient pas aussi performantes, ils ont découvert qu'il avait une malformation cardiaque. Et en fait, donc cet autre frère, que je n'ai pas connu, il a vécu, 6 mois. Ensuite, ma mère est retombée enceinte, elle a fait une fausse couche et ensuite je suis arrivée. Et donc moi, j'ai toujours grandi, on nous a toujours parlé de ce frère-là, par exemple. Vraiment, ça n'a jamais été un sujet tabou à la maison, surtout dans une famille aussi religieuse comme ça. On disait voilà, il a été rappelé à Dieu, c'est un ange qui veille sur nous et cetera. Enfin, il y avait pas du tout de non-dit, mais en même temps, ça a toujours été très pesant. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Vraiment, j'avais réussi à récupérer, son faire-part de décès avec une jolie photo en noir et blanc de lui et je l'avais tout le temps avec moi. J'étais obsédée par cet enfant parce que j'avais cette sensation et c'était pas juste une sensation, que mes parents l'avaient aimé profondément et que lui, ne les avait pas déçus. Et moi, par contre, j'étais une petite fille qui faisait parfois des bêtises sans le faire exprès, qui, n'était pas tout le temps à la hauteur des espérances de mes parents, enfin voilà. Et donc en fait, je me mettais sans arrêt cette pression-là d'être absolument parfaite pour pas qu'il soit déçu que moi j'ai survécu et pas lui finalement. Je pense que vraiment j'avais cette obsession de perfection dans leur regard qui était clairement liée en fait, je consolais mes parents. J'avais ce besoin de les consoler et enfin, je demandais à ma mère: «Mais vous aviez fait votre deuil quand je suis arrivée? Enfin, est-ce que vous étiez encore triste?» et cetera. À chaque fois, ma mère me dit: «Mais oui, on avait fait notre deuil, puis c'est vraiment des choses différentes», mais j'avais pas cette sensation, j'avais pas cette sensation-là, en fait. Je pense, je suis, intimement convaincue que ma mère était en souffrance intense pendant la grossesse. Enfin, c'est des choses, je ressens tellement de tristesse liée à cet enfant que je suis persuadée qu'elle me l'a transmis, malgré elle, encore une fois. Puis elle était jeune, ma mère, hein, enfin, quand elle m'a eue, elle avait peut-être 24 ans ou 25 ans, enfin, donc je peux pas lui en vouloir, mais je pense que, inconsciemment, elle m'a laissé sa souffrance, quoi. J'ai toujours senti, que, mes parents et surtout ma mère était trop fragile pour pouvoir, me défendre un jour si j'avais besoin d'elle. J'ai l'impression d'être plus forte que ma mère, en fait, sur plein de choses. Quand j'étais petite, ma mère, en fait, avait déjà toujours une relation, complexe avec sa propre mère qui est une femme,
qui s'est un peu calmée aujourd'hui, mais qui à l'époque était très, très, très rigide. Elle vous voyait sa mère, pas de contact physique, et cetera. Enfin, c'était vraiment difficile. Puis c'était une femme très dure avec ma mère. Et moi, cette femme me fascinait. Ma grand-mère me fascinait parce que ma grand-mère était maniaque, mais c'était maladif. C'est-à-dire qu'elle remettait les graviers en place dans le jardin, quoi. Et en fait, quand ma grand-mère venait s'occuper de nous à la maison quand on était petits, parfois, ma grand-mère, par exemple, me donnait des cours de repassage. Et je me souviens, par exemple, que ma mère, pendant une période, je ne sais absolument pas pourquoi, je pense qu'il s'est peut-être passé quelque chose à ce moment-là, elle s'est mise à fumer. Et je me souviens un jour être en train de faire du repassage avec ma grand-mère et le dire à ma grand-mère. Ma grand-mère était furieuse. Et en fait, le soir, ma mère est arrivée vraiment en pleurant devant moi et en me criant dessus, en me disant: «Mais pourquoi tu l'as dit à bonne maman? Pourquoi tu l'as dit à bonne maman? Fallait pas lui dire». Je me suis fait gronder. Enfin, et en fait, j'ai l'impression plus on partageait la même mère toutes les deux. J'avais la sensation qu'en fait, en face de moi, j'avais une petite fille, j'avais quelqu'un qui était pas du tout solide. Je pense que c'est ça qui me manquait, chez ma mère, c'était cette impression, c'est qu'en fait, elle baladait des valises beaucoup trop lourdes pour pouvoir avoir la force de s'imposer et face à sa propre mère, quoi, qui l'a terrifiée, finalement. Ma mère, je la trouvais trop belle, je la trouvais, vraiment, j'ai ces souvenirs-là des rares fois où ils sortaient, tous les 2 avec mon père, où ils étaient invités chez des gens, c'était quand elle se maquillait, qu'elle sentait bon, elle avait du rouge à lèvres, elle venait nous voir, elle nous embrassait pour nous dire bonne soirée. Ma mère, c'est toujours été quelqu'un qui prenait vraiment soin d'elle. Elle a toujours eu, du maquillage, des plein de soins, et cetera. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle, dans ma féminité, elle y voyait plutôt quelque chose de gênant ou de sale, en fait. Enfin, vraiment, en fait, ça la mettait mal à l'aise, quoi. Moi, je me souviens très bien, là, le jour où j'ai eu mes règles, j'avais mal au ventre, et cetera, et donc je suis allée voir, je fais: «Maman, j'ai mes règles». Et j'ai senti la panique dans son regard. Elle m'a tendu des serviettes, elle est partie. Ça la mettait très mal à l'aise, quoi. Je me souviens qu'ado, je commençais à mettre des débardeurs et des petits décolletés, des choses comme ça. Le matin, elle me disait: «Bah, en batifole, mais qu'est-ce que tu fais habillée comme ça?» Ça la mettait mal à l'aise, quoi. En fait, je sentais que c'était même pas tant, quel regard les gens ou les hommes vont poser sur moi. C'était toi, qu'est-ce que tu es en train de devenir, quoi. Je pense que j'ai nourri, adolescente, après, un peu une colère contre elle parce que, j'avais l'impression qu'elle m'empêchait de en fait, j'ai l'impression que mes copines avaient une super relation avec leur mère, même si parfois elles s'engueulaient, et cetera, mais qu'il se passait des choses, quoi. En tout cas que ça cognait, on se parlait, on se disait les choses, et cetera. J'ai l'impression qu'avec ma mère, il y avait rien à dire, que juste, je la mettais mal à l'aise et que voilà. Et donc j'ai nourri vraiment une colère ado et Qui se manifestait comment? ah bah, je pense que je m'énervais, j'étais dure avec elle, quoi. En fait, j'avais tendance à lui dire que sa vie était pas folle, quoi. Pourquoi cette colère, elle s'est réveillée d'ailleurs à l'adolescence, tu penses? Au-delà du fait que c'était l'adolescence. Parce que, je pense que moi ma volonté d'indépendance et de voir le monde et de découvrir d'autres gens est devenue plus présente. Je me suis très vite entourée de beaucoup d'amis. Je m'en faisais beaucoup des amis et en fait, je me rendais compte qu'eux n'en avaient pas à la maison et qu'en fait, mes parents manquaient cruellement de vision du monde, quoi, en fait. Parce que quand on se fait des amis, on rencontre des gens différents de soi, des cultures, des sexualités différentes, enfin, j'en sais rien, et que je me rendais compte qu'en fait, nous, on était enfermés dans une bulle, depuis toujours, quoi. J'ai quitté, le nid familial à 19 ans, voilà, pour aller, à l'époque, mais on vivait à Grenoble et donc je suis partie, faire finir mes études, et commencer de travailler à Paris. J'étais en couple avec un garçon que j'avais rencontré au lycée, avec qui ça se passait très bien et qui vivait à Paris, donc j'étais hyper contente de pouvoir aller m'installer à Paris, pas avec lui, parce que pour mes parents, c'était hors de question qu'on s'installe ensemble, avant le mariage. Mais en tout cas, on avait chacun notre appart et voilà, et j'étais hyper contente et ma mère, je sentais que c'était pas facile pour elle. En fait, ma mère, c'était toujours pareil, c'est-à-dire qu'elle ne comprenait pas que je veuille passer autant de temps avec mes amis et avec mon petit copain, quoi. Voilà, c'était plus des différences de personnalité, c'est qu'elle, ma mère, elle a c'est sa vie, c'est sa famille.
dans le travail, enfin dans un stage, je rencontre une femme, donc Aurore, qui à l'époque, qui a toujours 8 ans de plus que moi et qui elle vient d'un milieu social, opposé au mien quoi, enfin rien à voir. C'est-à-dire que ça a été un bouleversement, énorme et on tombe amoureuse. Voilà, donc là ça a été, c'était une période où je pense que j'ai pas dû donner beaucoup de nouvelles à mes parents parce que clairement je menais un peu une double vie avec, mon copain qui connaissait et qui validait et qui faisait vraiment partie de la famille, enfin voilà, qui s'aimait beaucoup, avec qui j'étais depuis 5 ans déjà. Et puis cette femme avec qui j'avais clairement une relation à côté et voilà, dont j'étais en fait follement amoureuse, quoi. Est-ce qu'elle réveillait ta féminité aussi encore plus, Aurore? Ouais. Ah oui, oui, clairement. En fait, Aurore, c'est la première à m'avoir justement dessiné, avoir dessiné tout ce que mes parents ne dessinaient pas. Et en fait, Aurore, c'est la première à avoir dit, je sais pas, un jour, «Ah, tes cheveux, ils sont trop beaux» ou «Ah, tes pieds, mais qu'est-ce qu'ils sont moches tes pieds». Enfin voilà, en fait, à commenter. Et puis Aurore, elle a zéro filtre. Donc en fait, c'est en ça aussi qu'elle me fascinait, cette femme. Et clairement, c'est elle qui a fait un moment où je me suis dit: «Ah ouais, en fait, j'ai des qualités, j'ai des défauts». Donc en fait, elle a vraiment fait un travail énorme. Enfin, ça a été une révélation, quand je l'ai rencontrée, quoi. Ma vie change, quoi. C'est-à-dire que, bah, je l'annonce, à mes amis, à notre entourage, moi je vis, là clairement la plus belle histoire d'amour de ma vie. Enfin, ça a été un bouleversement immense, quoi. Et puis il a fallu l'annoncer à mes parents, hein, au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu ressentais à l'idée de leur annoncer? Bah, en fait, je me disais: «Mais c'est pas possible, c'est-à-dire que j'ai passé mon enfance à essayer d'être parfaite à leurs yeux et je vais faire le truc, enfin je fais le truc qui va, leur faire le plus de peine». C'est-à-dire qu'on sait très bien que enfin dans ma famille, hein, c'est pas une famille homophobe, mais c'est-à-dire que, on m'a jamais dit quand j'étais petite: «Les homosexuels doivent brûler en enfer», pas du tout. Mais on savait quand même que c'était quelque chose qui était pas bien et qui me enfin, j'en entendais pas du bien non plus, quoi. Donc je savais que c'était vraiment quelque chose qui allait être irréparable, quoi. En fait, je me suis dit: «Si au moment où je vais leur dire, il va y avoir une bascule dans notre relation, dans ma vie, je pourrai plus jamais revenir en arrière». Et c'était ce moment-là qui était hyper difficile à passer, c'est quand on sait qu'on va annoncer quelque chose qui va tout changer. J'étais chez mes parents un week-end je sais plus, le sujet de l'homosexualité a été abordé à table, je ne sais même pas pour quelle raison, peut-être il y avait un truc dans l'actualité et moi j'étais hyper mal à l'aise, avec la discussion et je savais pas du tout. Je me disais: «Allez, dis-le, c'est le moment de le dire, là, voilà». J'ai pas réussi à le dire et en fait, j'étais dehors et je fume une cigarette avec mon père et puis il vient me voir, il me dit: Ça va pas? Il y a quelque chose, je te sens un peu, il y a quelque chose qui te travaillait pendant la discussion qu'on avait tout à l'heure à table et tout» là je me suis dit: «Bon, bah, il me tend une perche, hein, clairement, allons-y». Et donc je lui ai dit: «Voilà, bah, la fameuse Aurore dont je vous parle beaucoup, depuis, des mois», parce que c'est difficile quand on est très amoureux de pas parler de la personne. Donc en fait, je leur parlais tout le temps de ma collègue Aurore, hein, clairement. Ben, on n'est pas seulement collègues, en fait, on est amoureuses, quoi. Et voilà, et mon père m'a dit cette phrase dont je me souviendrai toujours. Il m'a dit: «Voilà, il y a ce qu'on veut, ce qu'on projette pour nos enfants, ce qu'on aimerait qu'ils soient, puis il y a ce qu'ils sont vraiment. Voilà, donc c'est pas parce que tu es pas celle qu'on avait, espéré que tu sois qu'on va moins t'aimer. Notre amour, il est inconditionnel, au sens propre du terme. Il y a pas de condition. C'est-à-dire que qui que tu sois, en fait, on t'aime». Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sentais rassurée, en sécurité. J'ai jamais eu peur qu'ils me mettent à la porte parce que c'est pas du tout, leur genre. Mais j'avais vraiment peur d'un désamour quand même. Enfin vraiment de sentir la déception. Et là, je me retourne et en fait, je me rends compte que ma mère, que je n'avais pas vue, était dans l'encadrement de la porte et qu'en fait, elle avait tout entendu. Et là, je me dis: «OK», et en fait, j'étais persuadée dans ma tête, je m'étais toujours dit: «Ah bah, mon père, ça va lui poser un problème, mais ma mère, pas». Je me suis dit: «Ma mère, elle va comprendre, c'est une femme, elle va comprendre que, je puisse aimer une autre femme finalement». Et pas du tout, en fait, elle était complètement l'inverse. Ma mère, elle était en larmes. Elle était mais en état de choc. Elle tremblait, elle était, ça a été, vraiment un choc. Ce soir-là, on a parlé, mais on a parlé pendant des mois et des mois et des mois qui ont suivi.
où on s'appelait, et cetera et elle pleurait et pour elle, c'était inacceptable. Enfin, vraiment, elle ne en fait, pour elle, je faisais un choix. Elle me dit: «Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi?» Enfin, en gros, est-ce que tu veux te faire remarquer, quoi? Elle pensait que c'était un moyen, encore une fois, d'attirer l'attention. Je dis: «Mais non» et je dis: «Mais je l'aime». Elle me dit: «Mais non, tu te trompes, cette femme, tu penses que tu l'aimes parce que, elle a 8 ans de plus que toi, c'est une femme qui a de l'assurance et cetera. Peut-être que c'est plus un amour de grande enfin, comme une grande sœur ou une femme que tu admires». J'étais là: «Non, non, pas du tout, enfin, vraiment, je suis amoureuse». Et elle était bouleversée, c'est-à-dire que et puis elle endormait pas. Enfin vraiment, ma mère à ce moment-là, elle a sombré. Enfin pour moi, ça a été vraiment une dépression. Je pense qu'en fait, c'est pas à cause de moi, mais que j'ai été la goutte. J'ai été le truc qu'elle a pas pu gérer, quoi. Et voilà, d'un coup, c'était trop, quoi. Donc vraiment, pour moi, ça a été très difficile parce que ce que je redoutais le plus depuis l'enfance, c'est-à-dire de rendre triste mes parents, de pas être à la hauteur, et cetera, bah alors là, j'étais en plein dedans. Je pouvais pas être plus sur ce point sensible-là, quoi. On n'avait pas le droit de le dire à ses parents, évidemment. Ouh là là, alors là, c'était, mais on n'avait pas le droit de le dire à ses parents, pas par peur que mes grands-parents me tombent dessus, mais par peur que mes grands-parents lui tombent dessus. Parce que moi, ils savaient très bien que si mes grands-parents me tombaient dessus, bah, moi, je saurais répondre et me défendre et puis je me sentais vraiment bien dans mes baskets à ce moment-là, j'étais hyper heureuse donc pas de problème pour aller affronter les gens. Oui, elle craignait encore sa mère énormément, en Ah fait. bah, elle avait qu'une peur, c'était: «Tu vas qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que j'ai raté ton éducation, ils vont dire que machin» et c'est exactement ce qui s'est passé des années après quand un jour, enfin parce que c'est resté un secret, de 2009 à 2016 quand même cette histoire, hein, c'est-à-dire que je me suis mariée et cetera avec Aurore, sans que mes grands-parents soient au courant, enfin alors que dans notre famille, les grands-parents sont là à tous les événements de la famille. On leur a caché cette relation tous, pour ma mère clairement, c'est pour elle qu'on l'a fait, pendant des années, quoi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir une petite fille à côté de moi, quoi, voilà et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai cette sensation de pas me sentir protégée et un jour, ma mère m'a dit: «Bah, ça y est, je leur ai dit» et elle a entendu ce qu'elle redoutait, c'est, «En fait, comment tu as pu laisser faire ça? En fait, comment est-ce qu'à un moment, tu as pas repris le contrôle? Tu as dû manquer cruellement d'autorité à un moment pour que ta fille, fasse ce qu'elle veut comme ça pendant toutes ces années». C'était ça, p eux, qu'ils comprenaient pas. Parce qu'eux, juste avec un regard, ils avaient une emprise sur ma mère qui était énorme. Ils comprenaient pas qu'elle, elle ait pas eu cette emprise sur moi, finalement. En fait, ma mère, elle a passé sa vie à essayer de ne pas être comme sa mère. Mais la chose qui la blesse le plus, ma mère, c'est quand je lui dis, et c'est vrai, parfois, qu'elle reproduit des choses, quoi. Mais ça, je peux le comprendre. Enfin, je peux pas lui demander de n'avoir jamais eu aucun contact physique avec ses parents, qu'elle vous voyait, qu'il fêtait même pas son anniversaire et qu'il voulait pas lui acheter une boîte de crayons de couleur alors que c'était une artiste. Et d'être par contre une mère, hyper câline, hyper poule, hyper machin, hyper, qui va dire à sa fille qu'elle est belle et qu'elle l'aime de tout son cœur tous les jours. C'est pas possible. Ma mère, elle a déjà l'impression d'être comme ça avec nous. Elle a l'impression déjà d'être au max, quoi. Donc ça, j'ai aussi beaucoup de tendresse pour ma mère, pour toutes ces choses-là. C'est parce que vraiment, encore aujourd'hui, je vois cette petite fille qui a souffert, quoi. Enfin voilà, qui a donc je peux le comprendre, quoi. Le désir de maternité, même quand j'ai rencontré Aurore, à aucun moment il s'est ne serait-ce qu'un peu effacé. Jamais. Et Aurore, elle, par contre, elle a grandi vraiment avec cette image de l'homosexualité. Alors peut-être que nos 8 ans d'écart aussi ont joué, mais où, elle se disait: «Bah, si je suis lesbienne, jamais je pourrai avoir d'enfant». Donc elle, et puis elle, pour le coup, la maternité est un sujet, qui a été destructeur dans sa famille puisque sa mère, quand elle a été mère d'Aurore, l'a abandonnée. Enfin, ça à chaque fois, ça a été, un enfant égale une séparation, mère-fille ou dans le couple, enfin voilà, c'est donc elle a pas du tout grandi avec cette image, positive de la maternité, donc elle ne voulait pas d'enfant. Enfin, en tout cas, elle se disait pas qu'elle pourrait en avoir, quoi et donc très vite, il a fallu quand même que j'essaye de, bah, de la convaincre, donc ça a mis du temps pour lui dire de me faire confiance, que c'est pas parce qu'on allait avoir un enfant qu'on allait se séparer, que ça pouvait aussi très bien se passer, que c'était génial de pouvoir transmettre, moi, j'avais très, très, très envie de transmettre des choses, à un enfant et donc on s'est lancé dans un parcours de PMA en 2017, qui a été assez, laborieux, mais on est arrivé et donc en juillet 2018, bah, j'ai donné naissance à notre petite fille, Charlie. On a fait une procédure d'adoption, très vite après, enfin dès qu'on a pu, ce qui fait qu'1 an à peu près, après sa naissance, Aurore a été reconnue comme sa mère, voilà, adoption plénière.
Quelle mère tu es toi aujourd'hui? J'ai essayé d'être une mère, parfaite, au début, beaucoup. C'est-à-dire que ne jamais me plaindre, ne jamais m'énerver, ne jamais enfin voilà et puis j'ai laissé tomber parce que je me suis bien rendu compte que ça ne fonctionnait pas, donc souvent je repense à la relation avec ma mère, c'est quelque chose qui me fait très peur, c'est, de reproduire des choses. Qu'est-ce que tu as peur de reproduire? Hem, En fait, j'ai peur de pas être, assez tendre ou de pas être assez souple ou de pas être assez à l'écoute. Donc je suis très tendre avec elle, mais je suis pas, par exemple, Aurore, elle passe son temps à faire des bisous à Charlie, même si Charlie, elle en a marre, qu'elle se débat, elle la prend dans les bras, elle lui fait des guilis, elle est très, 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 très dans le toucher. Moi, je le suis, mais avec beaucoup plus de retenue. Par exemple, quand on est enfant, on aime bien se blottir dans les bras de sa mère, on aime se sentir, rassuré et cetera. On aime l'odeur de sa mère. Moi, quand j'étais petite, par exemple, j'aimais pas l'odeur de ma mère. C'est vraiment un truc qui m'a longtemps marquée, c'est que j'aimais pas beaucoup l'odeur de ma mère et elle me prenait pas beaucoup dans les bras. Enfin, elle nous touchait à peine, quoi, ma mère. Elle était pas du tout à nous faire jamais de câlin de ma mère, quoi, vraiment, et du coup, j'ai toujours peur que pas que ma fille m'aime pas, mais j'ai peur que ma fille, veuille pas de mon amour, quoi. Voilà et donc forcément à 2 ans et demi, 3 ans, il y a des moments où, bah, elle me rejette, hein, parce qu'elle rejette, toute autre forme d'autorité, hein, forcément et c'est des moments qui peuvent parfois être hyper difficiles pour moi. Ça va me j'ai très, très peur d'un coup et ça, c'est un truc sur lequel j'essaie de lâcher prise, mais qui est difficile pour moi, c'est que je sais qu'à un moment, Charlie va me tomber dessus et venir me reprocher des choses et c'est pas facile parce qu'en fait, aujourd'hui, je me dis: «Waouh, des fois, j'ai été très, très dure avec ma mère parce que j'ai pu lui dire des choses vraiment blessantes» et je me dis qu'aujourd'hui, je serais pas prête, moi, par exemple, à les entendre de la bouche de ma fille, quoi. Donc c'est un truc que je redoute, beaucoup. Moi, je suis un peu, enfin, ça me ramène beaucoup à mon enfance, quoi. Voilà. En fait, moi, ce que je ne veux pas, c'est que ma fille, elle se trimballe mes souffrances à moi, comme moi j'ai porté, la souffrance de la perte de mon frère et cetera. J'ai tout pris. Toutes les souffrances de ma mère, je les ai prises et voilà. Mais parce que ma mère me parlait pas aussi. Donc ça, c'est un truc auquel je fais très attention, c'est que dans les moments où je vais pas bien, par exemple, où, là, je suis enceinte de notre deuxième enfant, mais j'ai fait une fausse couche avant à 3 mois. Dans toutes les périodes qui ont pu être difficiles, on explique tout à Charlie. On lui dit tout. C'est tout ce que moi, on ne me disait pas à la maison. Moi, j'explique tout. Donc la parole a une place immense dans notre famille à toutes les trois, qui n'avait pas du tout cette place-là dans la famille dans laquelle j'ai grandi. Ça, pour moi, c'est la vraie différence. Mon père, en fait, filmait tout quand on était petit. Il a acheté une caméra au moment de ma naissance. Donc les premiers films qu'on a, les toutes premières vidéos qu'on a, moi, la maternité avec ma mère, quoi. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir vu et de connaître par cœur, par cœur, par cœur ces images. Et en fait, un jour, je re-regarde ces vidéos et je tombe sur une vidéo que je n'ai jamais vue. Je suis persuadée de ne jamais avoir vue et pourtant, on regardait les cassettes en boucle chez nous. C'est une vidéo où en fait mon père, assez éloigné de ma mère et moi, nous filme toutes les deux. Et moi je suis vraiment petite, hein, je pense que, enfin je marche pas, je dois avoir moins d'1 an, quoi. Et en fait, mon père nous filme toutes les 2 avec ma mère, on est genre dans le jardin chez des gens, toutes les 2. Elle est allongée sur un transat et elle m'a sur ses genoux. Ma mère a pas forcément vu au début que mon père nous filmait et je trouve c'est un moment de tendresse incroyable. En fait, elle me fait rire, elle me fait des chatouilles, et elle rit de me voir rire, puis elle me fait des bisous et cetera. Elle me caresse le visage, enfin, en fait, c'est hyper long, en fait, comme moment et la première fois que je l'ai vu, mais j'ai fondu en larmes parce que je me suis dit: «Mais ça existait ce moment que j'ai l'impression de ne pas avoir vécu, quoi». Donc, j'ai vraiment senti que j'avais été cette petite fille qu'elle adore et que vraiment ce truc de la relation mère-fille, quoi, vraiment où je me suis sentie protégée en voyant ces images et encore aujourd'hui, j'adore les regarder régulièrement parce que ça me fait du bien de, c'est de voir des souvenirs qui ont été effacés de notre mémoire, quoi. C'est normal, hein, j'étais vraiment petite. Et puis ça te rappelle le lien, peut-être? Oui, voilà, ça me rappelle qu'en fait, surtout moi en étant maman aujourd'hui, ça me ramène à moi la relation que j'ai avec ma fille aujourd'hui. Je me dis: «Ah oui, c'est la même chose, c'est le même amour. OK, génial» et ça me fait du bien, parce que je me sens aimée du coup. Longtemps, j'ai fait plein de reproches, voilà, maintenant que je suis mère, j'ai beaucoup de tendresse en fait maintenant pour elle, beaucoup même de compassion parfois, voilà. Parce que je sais que c'est pas facile, la relation qu'elle a avec sa propre mère, c'est pas facile d'être mère.
Donc au contraire, maintenant, je suis plutôt admirative du boulot qu'elle a fait et je me dis qu'elle s'en est plutôt pas mal sortie parce que sur ses 4 enfants, on a tous des vies, équilibrées. Voilà, on a tous réussi à avoir des relations amoureuses, à avoir un boulot, à avoir, enfin, il y en a aucun qui va hyper mal et qu'en tout cas, toute l'énergie qu'elle a pu donner pour nous éduquer, ben, ça a porté ses fruits. Voilà, donc au contraire, maintenant, je suis plutôt admirative de ce qu'elle a pu faire et je lui pardonne beaucoup plus, les moments où elle a pas réussi à passer au-delà de elle-même, la petite fille qu'elle était. Je lui souhaite tellement de vieillir plus sereinement et qu'elle continue sur cette voie-là, de se détacher et voilà, le temps fera les choses aussi, hein, mais de se libérer de cet enfant qu'elle était, quoi. Je lui souhaite vraiment parce que je pense que cette liberté à laquelle elle ne veut pas goûter et que moi, qui moi m'est très très chère, je pense qu'il est jamais trop tard, quoi. Donc je lui souhaite quand même un jour de se sentir libre.